Les veillées du hameau près de Dikanka. La foire de Sorochinet. J'en ai assez de vivre en la chaumière. Et là, mène-moi hors de chez nous. Là-bas où il y a tant et tant de bruit. Où toutes les jeunes filles dansent le hopak. Où les gars s'en donnent à cœur joie. D'une vieille légende. Quelle ivresse, et quelle splendeur qu'un jour d'été en Petite Russie. Quel touffeur languide à ces heures où midi rut-il dans le silence et sa chaleur de brasier, quand bombé en voluptueuse coupole, l'incommensurable océan d'azur semble s'assoupir, noyé tout entier dans une torpeur béate, étreignant et pressant sa bien-aimée dans ses bras aériens. En ce bleu, pas un nuage, et pas une voix dans les champs. On dirait que tout est mort, sauf là-bas dans les profondeurs des nues une alouette qui palpite et dont l'argentin gazouillis roule au long des degrés aériens vers la terre en amour, et peut-être de loin en loin un cri de mouette, ou le vibrant appel d'une caille, en écho dans la steppe. Indolents et apathiques, tels des vagabonds sans but, des chênes érigent une cime altière et les éblouissantes décharges des rayons solaires embrasent par blocs entiers leur pittoresque frondaison, projetant sur le reste du feuillage une ombre opaque comme la nuit, en l'épaisseur de laquelle une rafale parvient seule à faire gicler un peu d'or. Des insectes éthérés se déversent en pluie d'émeraudes, topazes et saphirs sur les potagers dont la bigarrure s'étale à l'ombre de gigantesques tournesols. Les meules grises du foin et les gerbes d'or du blé campent dans les champs, nomades de ces espaces sans bornes. Grosses branches des cerisiers sauvages, des pruniers, des poiriers, cédant toutes sous le poids de leurs fruits, le ciel et son miroir immaculé, la rivière, dans la verdure de ses berges sourcilleuses, comme il déborde de passion et de mollesse, l'été en Petite Russie. C'est d'une pareille magnificence que resplendissait une chaude journée du mois d'août 800, enfin, il y a de cela une trentaine d'années, alors qu'à 10 verstes environ de la petite ville de Sorochinet la route fourmillait de gens accourus de tous les hameaux proches et lointains, et se hâtant vers la foire. Dès l'aube avaient défilé interminablement les fourgons des sauniers, lourds de sel et de poissons. Des monceaux de poterie, emballés dans du foin, se déplaçaient lentement, avec l'air de s'ennuyer dans leur claustration et leur obscurité, çà et là pourtant, quelque écuelle ou terrine au bariolage éclatant s'insinuait, mue par la vanité, par-dessous la natte étendue à la diable sur la charge, et arrachait plus d'un coup d'œil attendri à l'amateur de choses fastueuses.
Beaucoup de piétons coulaient un regard d'envie vers le potier de haute taille, propriétaire des trésors susdits, qui cheminait d'un pas nonchalant derrière sa marchandise, en mitouflant soigneusement de ce foin abhorré ses muscadins et coquettes en terre glaise. Un chariot attelé de bœufs harassés se traînait, solitaire au bord du chemin, chargé à craquer de sacs, de filasses, de toiles et autres articles fabriqués à la maison, et derrière traînait la semelle le maître en chemise de toile immaculée et en bret de même étoffe, constellé de taches. Il essuyait d'une main paresseuse la sueur qui dégoulinait sur sa face basanée et perlait même au bout de ses longues moustaches, poudrerisées par ce coiffeur inexorable qui apparaît sans y être invité devant la belle fille comme devant le laideron, et qui depuis bien des millénaires poudre de force tout le genre humain. À ses côtés marchait une jument attachée au cul de la charrette, et dont l'allure soumise trahissait un âge fort avancé. Parmi ceux qui s'en venaient à sa rencontre, bien des gens, en majorité de jeunes gars, ôtaient leur bonnet fourré en croisant notre paysan. Néanmoins, ni ses moustaches grisonnantes ni sa démarche compassée ne les incitaient à faire ce geste, il suffisait de diriger le regard un peu plus haut pour apercevoir le sujet de cette déférence. Au sommet du chariot trônait une charmante jouvencelle au rond minois, aux sourcils bruns en arc d'une parfaite symétrie au-dessus des prunelles d'un marron clair, aux fines lèvres roses souriant avec insouciance. Sur sa tête, des nœuds de ruban rouge et bleu foncé se combinaient avec de longues tresses et une touffe de fleurs des champs pour coiffer d'une couronne somptueuse sa ravissante frimousse. Elle avait l'air de s'intéresser à toute chose, tout lui paraissait merveilleux, nouveau, et les regards de ses yeux magnifiques voltigeaient sans cesse d'un objet à l'autre. Et comment ne pas se distraire? La première fois qu'elle allait à la foire. Une jeunesse de 18 ans qui n'avait jamais encore été à la foire. Mais pas un de ses piétons ou de ses cavaliers ne savait avec quelle ardeur elle avait dû supplier de l'emmener avec lui, ce père qui n'aurait pas demandé mieux, et de grand cœur, n'eût été la haineuse marâtre qui, grâce à une constante pratique, tenait en main son époux avec autant d'adresse que celui-ci maniait les rênes de cette vieille jument, à présent traînée au marché, en remerciement de ses longs services. Cette remuante épouse. Mais nous allions oublier qu'elle aussi était là, assise au faîte du chariot, harnachée d'un caraco de cérémonie en lainage vert avec des petites queues cousues, comme à une fourrure d'hermine, sauf que celle-ci était rouge, d'une coûteuse basquine de laine, au quadrillé de couleurs vives rappelant un échiquier.
Elle portait enfin une capeline d'indienne à fleurettes qui prêtait une certaine gravité à sa face rougeaude et bouffie, où transparaissait par éclipse quelque chose de si déplaisant, de si féroce, que chacun s'empressait de reporter à l'instant son regard alarmé sur le joli minois de la jeune fille. Nos voyageurs commençaient déjà à entrevoir l'Apselle, de loin leur parvenait la fraîcheur de son souffle, d'autant plus sensible qu'elle succédait à la chaleur qui vous accablait et vous anéantissait. À travers le feuillage s'éladant ou vert sombre des baumiers, des bouleaux et des peupliers éparpillés comme par une main négligente au hasard des prairies, brasillés des étincelles enrobées de fraîcheur, et pareille à une jeune beauté, la rivière dénuda soudain sa gorge d'argent sur laquelle retombaient fastueusement les boucles vertes des arbres. Capricieuse comme la belle fille, à ces heures enivrantes où le miroir fidèle enferme l'éblouissant éclat de son front débordant d'orgueil, ses liliales épaules, et son cou de marbre ombré par la vague sombre qui déferle de sa tête rousse, l'Apselle, de même que cette beauté qui rejette avec mépris telle parure pour en élire d'autres à ces moments où son humeur fantasque ne connaît plus de bornes, transformait presque chaque année ses alentours, se frayait un autre chemin de son choix et s'environnait de paysages neufs et divers. Sur les pales pesantes de leurs roues, une file de moulins soulevait de vastes nappes d'eau qui, rejetées ensuite d'un puissant effort, se résolvaient en éclaboussures, arrosant d'une bruine ténue comme une poussière le voisinage qu'elles assourdissaient de leur tintamarre. Cependant, le chariot et ses occupants déjà connus de nous s'engageaient sur un pont et la rivière s'étalait sous leurs yeux, dans toute sa splendeur et sa majesté, comme une glace sans fêlure. Ciel, bois vert ou d'un bleu foncé, gens, charrettes aux poteries, moulins, tout cet ensemble culbuta, puis resta immobile ou alla de l'avant, tête en bas, sans crouler pour autant au magnifique gouffre d'azur. La jolie fille en question se prit à rêver en contemplant ce merveilleux tableau, et elle en oubliait même de décortiquer du bout des dents ses graines de tournesol, tâche dont elle s'était ponctuellement acquittée tout le long du trajet. Quand soudain ces mots résonnèrent à son oreille, Matiche, la belle petite. Tournant la tête, elle aperçut un groupe de jeunes gens arrêtés sur le pont. Et l'un d'eux, plus faraud que ses camarades, vêtu d'un justaucorps blanc, et coiffé d'un bonnet gris en peau d'agneau de Réchésilov, reluquait les passants, poing sur les hanches, comme un luron.
Force fut à la jolie fille de remarquer son visage hâlé, mais néanmoins agréable, et ses prunelles de braise qui, semblait-il, visaient à la deviner jusqu'à l'âme, et elle baissa les yeux, en songeant que c'était peut-être à lui que l'apostrophe venait d'échapper. Elle est superbe, cette enfant, continuait le gaillard en juste au corps blanc, le regard toujours fixé sur elle. Je troquerai bien tout ce que je possède contre un de ces baisers. Mais voyez donc, le diable siège, lui aussi, à l'avant de la charrette. De gros rires éclatèrent de tous côtés, mais ce compliment ne ravit pas outre mesure la conjointe endimanchée du russe trop pas nonchalant. Ses joues couperosées virèrent au rouge feu et une averse d'invectives choisies crépita sur la tête du jeune bambocheur. Puisses-tu t'étrangler, vaurien de Galapia. Fasse que ton père ait le crâne fêlé à coups de pichet. Que le pied lui manque sur la glace, à ce maudit antéchrist. Et que dans l'autre monde le démon lui grille la barbe. Écoutez-moi ça comme elle m'agonie, dit le jeune homme en la suivant d'un œil écarquillé, déconcerté en apparence par une telle bordée de compliments imprévus. Et quelle langue est la sienne, à cette sorcière de 100 ans, n'y attrapera-t-elle donc aucun mal à dégoiser des mots pareils? De 100 ans, s'exclama, prompte à saisir la balle au bond, cette beauté sur le retour. Malotru que tu es. Va donc, et commence par te laver, polisson, propre à rien. De ma vie je n'ai rencontré ta mère, mais d'avance je sais que c'est une salope. Ton père aussi. Sans oublier ta tante. De 100 ans? Quoi, ce n'est pas encore sevré et... Mais déjà le chariot commençait à descendre la pente au-delà du pont, en sorte qu'il ne fut pas possible de saisir les derniers mots. Or, le garçon n'avait pas du tout la mine de quelqu'un disposé à s'en tenir là. Il ramassa sans plus ample réflexion une poignée de fange qu'il lança de toutes ses forces en direction de la mégère. Le coup fut si heureux qu'il dépassa toutes les espérances, car la capeline neuve en indienne se trouva éclaboussée du haut en bas, et les rires des écervelés en ribote reprirent avec une malice accrue.
L'élégante aux formes trop replètes bouillait de malrage, mais déjà le véhicule avait roulé un bout de chemin, en sorte que pour assouvir sa rancœur elle eut à se rabattre sur sa belle-fille innocente et sur son indolent époux qui, accoutumé depuis longtemps à des algarades de cette nature, s'entêtait à rester bouche close et subissait avec sang-froid la harangue désordonnée de sa moitié en fureur. Il eut beau faire, malgré tout cette langue rebelle à la fatigue ne cessa de jaboteur et d'aller son train qu'au moment précis où ils arrivaient au faubourg, chez leur compère et ami de vieille date, le cosaque Tizibulka. Les effusions mutuelles de ces intimes qui ne s'étaient pas revus depuis bien du temps chassèrent provisoirement le souvenir du fâcheux épisode, et force fut à nos voyageurs de s'entretenir de la foire et de se reposer quelque peu d'un si long parcours. 2. Ah, Dieu, ah, Seigneur, que ne trouve-t-on pas à cette foire-ci, des roues, du verre, du goudron, du tabac, des courroies, de l'oignon et des étalages de toute espèce, en sorte que si j'avais eu dans ma poche jusqu'à une trentaine de roubles, je n'aurais même pas pu acheter tout ce qu'on y voit. D'une comédie ukrainienne. Je pense qu'il vous est déjà arrivé d'ouïr à quelque distance le fracas d'une chute d'eau, alors que les alentours inquiets se saturent de sourdes rumeurs et qu'un chaos de sons bizarres et indistincts se rue en trombe à votre rencontre. L'impression est la même, n'est-ce pas, que celle que l'on éprouve d'un seul coup dans le tourbillon d'une foire à la campagne, quand la foule entière s'agglutine en un seul être difforme et gigantesque dont le tronc s'agite sur les places comme au long des ruelles exiguës, et qui hurle, piaille et tonne. Courvarie, invective, mugissement, bêlement, clameur, tout se confond dans un unique et discordant brouhaha. Les bœufs, les sacs, le foin, les tziganes, les poteries, les bonnes femmes, les pains d'épices, les bonnets fourrés, tout ce conglomérat de couleurs vives, bariolé, instable, se démène par paquets et fait la navette sous vos yeux. Les intonations dissonantes se noient mutuellement, et pas un mot ne s'arrache ou n'échappe à ce déluge, pas un cri ne se détache avec netteté. Seule exception, on distingue les claquements secs qui s'élèvent de tous côtés du champ de foire quand, à bout de marchandage, les gens se topent dans la main. Charretée qui s'éboule, ferraille qui grince, vacarme de planches jetées à terre avec fracas. La tête vous tourne au point que dans cette irrésolution vous ne savez plus vers où diriger vos pas.
il y avait belle lurette que, suivi de sa fille aux sourcils bruns, notre paysan récemment arrivé en ville jouait déjà des coudes dans cette foule. Il se faufilait près d'une charge, en palpait une autre, s'informait des prix. Mais ce faisant, les pensées qu'il ruminait convergeaient toutes vers les quelques sacs de froment, une dizaine environ, et vers la vieille jument qu'il avait l'intention de vendre. Rien qu'à l'expression de la jeune fille, on devinait qu'il ne lui souriait qu'à moitié de se frotter à ses charrettes de farine et de froment. Son cœur l'emportait là-bas où sous des tandelets de toile on voyait, artistement exposés, des rubans rouges, des pendants d'oreilles, des croix d'ivoire ou de cuivre, et des ducats. Néanmoins, même de cette place, elle remarquait maintes choses qui valaient le coup d'œil. Elle riait comme une folle à la vue d'un tzigane et d'un paysan, topant, l'un après l'autre, si rudement qu'ils en gémissaient eux-mêmes de douleur. Plus loin, un juif éméché bottait le derrière d'une bonne femme, ou bien c'était une altercation entre quelques revendeuses au détail qui se lançaient à la tête des injures et des écrevisses. Ici, un russe, lissait d'une main sa barbe de bouc, pendant que de l'autre, il. Mais brusquement elle sentit qu'on tirait sur la manche brodée de sa chemise. Elle se retourna, le jeune homme au juste au corps blanc et aux yeux de braise se dressait devant elle. Elle frissonna jusqu'aux moelles et son cœur palpita comme jamais il ne l'avait fait jusqu'alors, ni dans la joie ni dans la détresse, et elle éprouva un sentiment bizarre et agréable à la fois, au point qu'elle eût été elle-même bien en peine de définir ce qui lui arrivait. N'aie pas peur, chère âme, n'aie pas peur, lui souffla-t-il dans un murmure. Je ne te dirai rien qui puisse te blesser. C'est peut-être vrai que tu ne me tiendras aucun propos malsonnant, songeait la belle fille. Seulement, cette sensation extraordinaire que j'éprouve, elle me vient sans doute du malin. Je me rends parfaitement compte que je fais mal, et malgré tout, la force me manque pour retirer la main de la sienne. Le paysan allait tourner la tête dans l'intention de parler à sa fille, quand le mot froment, proféré dans son voisinage, parvint à son oreille. Ces syllabes magiques le poussèrent à accoster sans plus attendre deux négociants qui s'entretenaient à haute voix, et plus rien désormais n'était susceptible de distraire l'attention qu'il prêtait à ces hommes. Et voici ce que disaient du froment les marchands en question. Trois. Regarde donc, voilà un franc luron.
Le monde compte fort peu de ses pareils. Il l'emplodvit comme si c'était de la bière. Kotlyarevski, l'Énéide. Ainsi, selon toi, pays, nous aurons de la peine à vendre notre froment, demandait un quidam en braie graisseuse d'un tissu à carreaux tout taché de goudron, d'après sa mise, un petit bourgeois étranger à la région, originaire de quelques trous perdus. La question s'adressait à un individu qui avait au front une loupe énorme, et qui était vêtu d'un cafetan bleu, déjà rapiécé en main endroit, il ne faut même pas y penser, répliqua celui-ci. Je suis prêt à me mettre la corde au cou et à pendiller à cet arbre comme une andouille de Noël dans la cheminée, s'il nous arrive d'en débiter, ne serait-ce qu'un boisseau. Qui donc cherches-tu à flouer, pays? Rétorqua l'homme au pantalon à carreaux. On n'a guère amené ici, sache bien, d'autre blé que le nôtre. Oui, oui, causait toujours, songeait en son fort intérieur le père de notre jolie fille qui ne perdait pas un mot des propos échangés entre les deux commerçants. Je tiens, moi, environ 10 sacs en réserve. Tu y es justement, proféra d'un ton significatif le particulier à la loupe. Tout lieu témoin de manigance diabolique te rapportera, il faut y attendre, autant de profit qu'un russe refroidi. Quelle manigance diabolique, interrompit l'individu en braie quadrillé. As-tu entendu les bruits qui circulent, continua le bonhomme à la loupe en glissant de biais un regard morne vers son compère. Eh bien, c'est ça justement, eh bien. Le maire, Dieu veuille qu'il n'ait jamais l'occasion de s'essuyer les lèvres après avoir tâté de ton eau-de-vie de prune, le maire, dis-je, a pour servir de champ de foire assigné un terrain maudit sur lequel, même en t'échinant jusqu'à en crever, tu ne vendras pas un seul grain. Vois-tu cette vieille grange délabrée qui se dresse tout là-bas, au pied de ce monticule? Curieux de nature, le père de la jeune beauté se rapprocha de quelques pas encore et parut tout oreille. Le malin n'arrête pas de faire des siennes dans la grange en question et pas une foire tenue sur cette place ne s'est clôturée sans quelque désastre. Hier, le scribe communal passait par là à la brune et voilà tipa qu'une hure de cochon s'est montrée à la lucarne, grognant d'une telle manière que le scribe en a eu la chair de poule. Tu peux y compter, le cafetan rouge reparaîtra.
De quel caftan rouge s'agit-il? À ce moment, l'auditeur aux aguets sentit ses cheveux se dresser. Dans sa frayeur il fit demi-tour et vit que le jeune homme et sa fille se tenaient à quelques pas, immobiles et enlacés, en se roucoulant on ne sait quelle tendre sornette, indifférents à tous les caftans du monde. Ce tableau eut raison de sa terreur et l'aida à recouvrer son insouciance coutumière. Mon pays, à toi le pompon, à ce que je vois, pour embrasser les demoiselles. Alors que moi qui te parle c'est au 4e jour après les noces que je finis par apprendre la manière de caresser ma Kwoska, et encore grâce à mon compère qui, en sa qualité de garçon d'honneur, me prodigua ses conseils. L'amoureux s'aperçut aussitôt que le père de sa chère et tendre était à être assez borné, et l'idée lui vint d'échafauder tout un plan propre à gagner le niais à sa cause. Je suis sûr, brave homme, que tu ne me remets pas, alors que je t'ai reconnu, moi, du premier coup d'œil. Ça se pourrait bien. Si tu veux, je te dirai tes noms et prénoms, ton sobriquet, et ainsi de suite. Tu t'appelles Solopi Tcherevic. Tcherevic Solopi, c'est exact. Regarde-moi donc comme il faut, vrai, tu ne me remets pas? Pas du tout. Soit dit sans te vexer, il m'est arrivé le long de ma vie de contempler tant de museaux, et de tous les genres, que le diable en personne ne serait pas fichu de se rappeler chacun d'eux. Dommage pourtant que tu ne te souviennes pas du fils Golopoupienkov. Allons donc, comme si tu étais le fils d'Okraim. Et qui donc, à mon défaut, serait le fils de mon père? Si ce n'est pas le diable cornu, il faut bien que ce soit moi. Sur ce, les deux amis ôtèrent leur coiffure, et en avant les embrassades. Toutefois, le fils Golopoupienkov ne perdait pas de temps et il décida d'entreprendre sur l'heure le siège de son camarade de fraîche date. Eh bien, Solopi, ça fait, comme tu vois, que ta fille et moi nous avons un sentiment l'un pour l'autre, au point que notre vœu serait de vivre unis à jamais. Alors, Paraska, que t'ensemble, dit Tcherevic, hilar, en se tournant vers sa fille. Peut-être bien que de fait vous serez unis, et, pour le bon et le pire, comme on dit et que vous brouterez, attachés au même piquet. Dans ces conditions, on top?
Et maintenant, mon gendre tout neuf, si l'on arrosait ça? Tous trois s'attablèrent dans une auberge réputée de la foire, tenue par une juive capitaine d'une flottille innombrable de bonbonnes, dames Jeanne et bouteilles de toutes catégories et d'âges divers. Ah, tu es un franc luron, et c'est pour cela que tu me vas, disait Tchérévik qui avait déjà un coup dans le nez, en voyant le gendre de son choix se verser un plein verre, la valeur d'une bonne demi-pinte, le vider sans sourcil et rubis sur l'ongle, après quoi il empoigna le récipient et le réduisit en miettes. Qu'est-ce que tu en dis, Paraska? De quelle fiancée je t'ai fait cadeau, hein? Regarde, non, mais regarde comme il pompe gaillardement l'eau-de-vie et ce n'est pourtant pas de la petite bière. Puis, tout souriant, et pas trop solide sur les jambes, il se traîna avec sa fille jusqu'à la charrette. Pendant ce temps, se dirigeant vers les files de boutiques où des trafiquants de Gadiach et de Mirgorod, deux villes renommées du gouvernement de Poltava, présentaient des marchandises de luxe, le garçon examina de près une pipe en bois à superbe garniture de cuivre, un fichu à fleurs sur fond rouge, et un bonnet fourré, présent de noces pour son futur beau-père, et pour tout autre qui y avait droit. Quatre. L'homme a beau se mettre en travers. Du moment que, vois-tu, sa femme s'attendrit. Faut faire ses quatre volontés. Kotliarevski, l'Énéide. Or ça, femme, j'ai déniché un fiancé pour la fillette. Ah, c'est bien le moment à présent de se mettre en quête de fiancé. Idiot, idiot que tu es, et du jour de ta naissance tu étais sans doute prédestiné à rester tel. Où donc as-tu vu ou entendu qu'un honnête homme court à pareille heure après des fiancés? Tu aurais mieux fait de penser aux moyens de te défaire de notre froment. Quant au fiancé, ce doit être quelque chose de propre, lui aussi. Selon moi, le plus sordide des gueux. Et, tu en es loin, si tu avais vu le gars que c'est. Son juste au corps coûte à lui seul plus que ton caraco vert et tes bottes de cérémonie. Et comme il lampe magistralement l'eau-de-vie. Diable m'emporte, et toi avec, si de toute mon existence j'ai vu un jeune homme avaler d'une haleine et s'entiquer sa demi-pinte. C'est exactement ce que je disais, toi, que tu rencontres un ivrogne doublé d'un vagabond, vous faites bien la paire.
Je parie n'importe quoi qu'il s'agit précisément de ce vaurien qui nous a cherché querelle sur le pont. C'est dommage qu'il ne me soit pas tombé sous la patte, je lui aurais appris comment je m'appelle. Et quoi, Kivria, à supposer que ce soit lui. En quoi est-il un vaurien? Ouais, en quoi est-il un? Ah, tête sans cervelle. Écoutez-moi ça, en quoi est-il un vaurien? Où avais-tu donc tes yeux d'imbécile quand nous roulions près des moulins? On a vilipendé sa femme en cet endroit précis, juste sous son nez barbouillé de tabac, mais lui, il s'en soucie comme d'une guigne. Malgré tout, je ne vois en lui rien à reprendre. C'est un gars hors pair. Avec le seul tort, peut-être, d'avoir lancé un peu de boue à ta bonne grosse figure. Ah ça, dis donc, tu ne me laisses même pas articuler un traître mot, à ce que je vois? Que signifie OHO, voilà qui est nouveau. Mais t'avis que tu as trouvé le temps de te piquer le nez, avant d'avoir rien vendu? Alors, Cherevic se rendit lui-même compte que sa faconde passait la mesure et il se garantit prestement la tête à deux mains, dans l'idée que, hors d'elle, sa moitié ne tarderait pas à lui planter dans la crinière ses ongles d'épouse légitime. Le diable soit d'elle, songeait-il en rompant sous l'assaut violent de sa conjointe. En fête de noces, me voilà servi. Il me faudra donc rendre ma parole à ce brave garçon, et cela, sans le moindre prétexte valable. Mon Dieu, en quoi avons-nous mérité pareille calamité, pécheurs que nous sommes? Il y avait déjà suffisamment de saleté en ce bas monde, Seigneur, et il t'a fallu en outre créer la femme. V. Ne prends pas des airs penchés, platane. Car tu as encore de la verdure. Ne geins pas, petit cosaque. Car tu es encore jeunet. Chanson de Petite Russie. Assis près de sa charrette, le jeune homme au juste au corps blanc promenait un œil distrait sur la foule qui bourdonnait sourdement autour de lui. Après avoir flambé toute la matinée et l'après-midi, le soleil à bout de force se préparait à la retraite et le jour agonisait dans une pourpre enchanteresse et vive. Le faîte des tentes étandelées éblouissait de sa blancheur éclatante, mitigée par on ne sait quel reflet rose de brasier.
Les vitres des châssis empilées par terre rutilaient, aux tavernes, le verre glauque des fioles et gobelets devenait de flammes, les melons, pastèques et courges amoncelées semblaient autant de globes d'or fondu ou de cuivre sombre. Le brouhaha cessait par instants et perdait sensiblement de son intensité, et la langue surmenée des paysans et des tziganes remuait maintenant avec plus de paresse et de lenteur. De petites lumières commençaient à clignoter et l'arôme appétissant des beignets que l'on faisait frire voguait par les rues retombait au calme. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, Gridzko, s'écria un grand tzigane à la peau hâlée en tapant sur l'épaule de notre jeune homme. Cède-moi donc tes bœufs pour 20 ducats. Tu n'as que bœufs en tête. Ceux de ton engeance ne cherchent qu'à profiter du monde, à duper et à entortiller les honnêtes gens. Fi, diable que tu es. On voit que ça te mord, et pour de bon. Ne serait-ce point déjà le dépit de t'être mis une fiancée sur les bras? Non, cela ne me ressemble pas, je tiens toujours parole et ce qui est fait, une fois pour toutes. Mais apparemment ce barbon de Tchérévik n'a même pas pour un demi-liard de conscience, il promet, puis se dédie. Bah, on perdrait d'ailleurs son temps à le blâmer, une bûche, et rien de plus. Le tout n'est que manigance de la vieille sorcière que j'ai aujourd'hui injuriée jusqu'à plus soif sur le pont avec des camarades. Ah, que ne suis-je empereur, ou haut et puissant seigneur, mon premier soin serait de faire pendre tous les abrutis qui se laissent selleurs par leurs femmes. Et me céderais-tu les bœufs à 20 ducats si nous forcions le Tchérévik à nous rendre Paraska? Gridzko le scruta d'un œil perplexe. Les traits basanés du tzigane respiraient la malice, le sarcasme, une abjection mêlée d'arrogance. Rien qu'un coup d'œil, et n'importe qui eût volontiers concédé que dans cette âme étrange fourmillait des qualités, immenses certes, mais ne méritant d'autre récompense en ce bas monde que le gibet. La bouche perpétuellement ombrée d'un sourire sardonique, et comme perdue entre le nez et le menton en galoche, les yeux exigus, mais vifs comme du feu, et les jeux de physionomie qui se succédaient sans cesse en éclairs sur cette face, au hasard des entreprises et des combinaisons, l'ensemble paraissait réclamer une mise à l'avenant, le costume bizarre que le coquin portait justement.
Ce cafetan d'un marron foncé, prêt, semblait-il, à se résoudre en poussière dès le premier contact, ses longs cheveux noirs lui ruisselant en boucles broussailleuses sur les épaules, ses souliers chaussés à même les pieds allés de soleil, on aurait juré que le tout lui avait poussé sur la peau, au point de constituer un appendice naturel. Je ne te les céderai pas à 20 ducats, mais à 15, à la seule condition que tu ne te vantes pas, répliqua le jeune homme en dardant toujours sur lui son regard pénétrant. À 15, marché conclu. Mais attention, hein, à 15, n'oublie pas. Empoche d'abord ce billet bleu, à titre d'avance. Bon, mais si tu mens? Si je mens, les arts te resteront. D'accord, dans ces conditions, on top? Topons. VI. En voilà une catastrophe. Roman vient par ici, et il va sans désemparer me mettre les tripes à l'air, mais vous non plus, sire Como, vous ne vous en tirerez pas les brais nets. D'une comédie de Petite Russie. Par ici, Athanas Ivanovitch. Prenez garde à cette haie. Levez la jambe, et ne craignez rien. Mon bonnet et son compère passeront leur nuit sous la charrette, de peur que des Russes ne commettent, le cas échéant, quelque larcin. C'est en ces termes que la redoutable épouse de Tchérévik encourageait affablement le fils du Pope, collé comme un couard tout contre la clôture. Qu'il escalada prestement, mais dans sa perplexité, il y demeura debout un bon moment, pareil à un spectre affreux et long comme un jour sans pain, mesurant du regard l'endroit où il lui serait plus facile d'atterrir. Et pour en finir il s'écroula avec fracas dans les hautes herbes. Quel malheur, ne vous êtes-vous pas blessé? Ne vous seriez-vous pas rompu le cou, ce qu'à Dieu ne plaise? Dit Cavronia dévoré d'inquiétude. Chut, ce n'est rien, absolument rien, très affectionné Cavronia Nikiforovna, chuchota d'un ton pleurard le fils du Pope, en se remettant sur pied. Rien, si j'omets des brûlures d'ortie, plante à l'image du serpent, comme disait feu messire l'archiprêtre. Dépêchez-vous donc d'entrer, il n'y a personne à la maison. Et moi qui m'imaginais déjà, Athanas Ivanovitch, que vous souffriez de furoncle ou de la colique, puisque vous n'arrivez pas. Comment allez-vous?
Je me suis laissé dire que monsieur votre père s'est vu octroyer des masses d'offrandes de toute espèce. Si peu que rien, Kavronia Nikiforovna. De tout le carême papa a touché en tout et pour tout environ 15 sacs de blé précoce, dans les 4 sacs de millet, une centaine de galettes. Quant aux poules, si nous arrivons à 50, en les comptant bien, ce sera le bout du monde, et pour les œufs ils étaient pourris en grande majorité. Mais les dons réellement ineffables, si j'ose m'exprimer ainsi, Kavronia Nikiforovna, c'est uniquement de votre personne que je m'attends à les recevoir, continua le rejeton du Pope, couvant la dondon d'un œil attendri et se coulant insensiblement contre ses jupes. Voici toujours ce que je puis vous présenter, proféra-t-elle, et elle aligna mainte terrine sur la table, tout en agrafant non sans affectation son corsage, comme si elle ne l'avait pas déboutonné exprès. Tenez, des pâtes aux caillebottes, des galettes de farine de froment, des beignets, des petits pains au pavot. Je parie n'importe quoi si tout ceci n'est pas l'ouvrage de la plus maligne des filles d'Ève, dit le fils du Pope en s'attaquant d'une main au petit pain au pavot, tandis que de l'autre il avançait vers lui les pâtes à la caillebotte. J'ajoute néanmoins, Kavronia Nikiforovna, que mon cœur altéré espère de vous un régal plus succulent que tous les beignets et galettes de l'univers. Pour le coup, je ne sais vraiment plus, Athanas Ivanovitch, de quel régal vous avez encore envie, minauda la beauté bien matelassée, avec l'air de ne point comprendre de quoi il retournait. De votre amour, bien entendu, incomparable Kavronia Nikiforovna, susurra le fils du Pope, attrapant d'une main un pâté aux caillebottes, cependant que son autre bras enlaçait une taille replète. Dieu sait quelles imaginations sont les vôtres, Athanas Ivanovitch, dit Kavronia, les paupières pudiquement baissées. Il ne vous manque plus que de vouloir m'embrasser. Pour ce qui est de ce chapitre, poursuivit le soupirant, je vous dois quelques aveux personnels. Déjà au temps où je séjournais, si j'ose m'exprimer ainsi, au séminaire, je me souviens encore nettement que, à ce moment, l'on entendit au dehors des abois et des coups au portail. Kavronia sortit en hâte dans la cour et reparut, livide. Ma foi, Athanas Ivanovitch, nous voilà perdus tous les deux, un tas de gens cognent à la porte et il m'a paru reconnaître la voix du compère.
Le pâté à la caillebotte demeura en travers du gosier du fils du Pope, qui roula des yeux exorbités, à croire qu'un revenant achevait tout juste de lui faire visite. Grimpez là-dessus, lui criait Cavronia, dans tous ses états, en lui indiquant du doigt quelques planches posées sur des traverses presque au ras du plafond pour loger un tas d'ustensiles de ménage. Le danger insuffla du courage à notre héros. Revenu quelque peu de sa stupeur, il bondit sur le poêle et de là se glissa avec précaution sur l'étagère, tandis que Cavronia filait aussi vite que possible vers le portail, car les coups reprenaient avec plus de force et d'impatience que jamais.